Bonjour et bienvenue dans ce webinaire que je suis ravie de vous proposer. Je l'ai nommé Comportement animal, le levier humain que l'on oublie trop souvent ou comment optimiser la prise en charge éducative et ou comportementale de nos animaux de compagnie. À vrai dire, c'est une question que je me suis posée il y a quelques années et à laquelle j'ai apporté quelques éléments de réponse que je vais vous exposer ici. Personnellement, ces réponses m'ont fait évoluer dans mon approche et ma position d'accompagnante de propriétaire d'animaux de compagnie, donc il me tenait à cœur de les partager. Donc j'espère que ce webinaire permettra d'ouvrir un espace d'éveil des consciences, individuelles et collectifs, et qu'il sera vecteur d'échanges pour évoluer ensemble sur le sujet d'une prise en charge complète du binôme homme-animal. Je me présente, je m'appelle Valérie Cantaloube, je suis spécialisée dans la relation humain-animaux. Plus spécifiquement, je suis praticienne en technique de régulation du stress et des états de mal-être. Je parle là des états émotionnels, somatiques, états d'esprit, notamment négatifs. Et tout ça pour les pets parents. Alors, ce webinaire est né d'une prise de conscience issue de presque de 30 ans d'observation. J'ai vu encore et encore les mêmes histoires se rejouer entre les humains et leurs animaux de compagnie, vous savez, comme des schémas répétitifs, des boucles qui semblent se reproduire inlassablement. J'ai commencé à le remarquer quand je travaillais comme assistante vétérinaire en clinique véto, puis ça a continué pendant mes formations dans le milieu animalier, et puis plus tard encore en consultation quand j'étais comportementaliste pour chiens et chats. Et même lorsque j'étais chargée d'enseignement, ces répétitions, ces boucles continuaient de se manifester. En tous les cas, je les observais. Vous savez, avec le temps, on peut presque prédire ce qui va se passer dans l'histoire de cette relation. Par exemple, je pense à ce chiot adopté pour remplacer un précédent compagnon canin qui finit par développer les mêmes comportements d'irritabilité. Ou ce chat qui, comme celui d'avant, devient obèse. J'ai remarqué aussi, plutôt en clinique vétérinaire, ce phénomène chronique des maladies qui touchent successivement tous les animaux d'un même foyer. À mon sens, ce ne sont pas là de simples coïncidences. Même si mon constat repose d'abord sur l'expérience, aujourd'hui, la science confirme que nos états intérieurs, nos émotions, nos réactions ont un impact direct sur nos animaux. Il y a donc là matière à réflexion et à action, n'est-ce pas? Dans ce webinaire, il y a plusieurs sujets, plusieurs notions qu'on n'abordera pas. Oui, je sais, c'est original. On ne parlera pas ici de l'évolution de la relation homme-animal à travers l'histoire, à travers le temps. Le sujet de la domestication, on ne va pas l'évoquer ici. On ne parlera pas non plus de l'influence de la société sur la relation homme-animal. Et on n'évoquera pas non plus les besoins propres, fondamentaux des espèces animales et leur comportement. Bien que tout cela soit quand même des sujets très importants et en lien avec le webinaire que je vous propose. Donc si vous avez envie, si vous avez le besoin, vous ressentez le besoin de vous informer sur ces 3 sujets fondamentaux, je vous propose de lire, alors c'est pas exhaustif, hein, mais je vous propose de lire le document encadré sur ce slide-là en bas à gauche, qui s'appelle Évolution de la relation homme-animaux dans les sociétés occidentales au XXIe siècle. Il a été conçu, fait pour la profession vétérinaire, mais il a sa place si on veut avoir une vue un peu générale pour avoir une petite acquisition de notions. Et en tous les cas, il est totalement corroborant avec le webinaire. Vous allez pouvoir faire des ponts quand même par rapport à ce que je vais vous expliquer, vous proposer aujourd'hui dans ce webinaire. Alors du coup, de quoi va-t-on parler dans ce webinaire? Eh bien ici, je vous propose de parler de notions très spécifiques qui visent l'humain, ce qui va nous permettre d'acquérir, d'apporter des éléments de réponse afin de mieux appréhender, de mieux comprendre nos comportements, les jeux qui se jouent, les enjeux dans cette relation qu'on pourrait dire systémique entre les humains et les animaux de compagnie. Et je reprends, en Occident, au XXIe siècle. Là, on est en 2025, donc on va plutôt se focaliser sur cette période.
Et pour ça, on va évoquer la notion d'anthropomorphisme. C'est une notion que je vais développer un petit peu plus, mais elle est englobée dans les mécanismes inconscients chez l'humain. Et c'est pour ça que je vous parlerai aussi des biais cognitifs, des croyances limitantes, des besoins fondamentaux chez l'humain et de nos blessures égotiques. Et on va explorer tout ça pour comprendre à quel point il est important d'accompagner les deux parties du binôme. Alors, pour parler de cette notion d'anthropomorphisme, je voulais juste vous dire qu'on n'en fait pas toute une histoire, hein. Il n'y a pas de débat entre le fait que ce soit bien ou mal. Je vais juste vous exposer des faits dans les slides suivants pour comprendre certaines conséquences de ce phénomène. Et pour parler de ce phénomène naturel chez l'humain, je pars d'un constat général qui ne va pas vraiment vous étonner, je pense, et qui est qu'en ce moment, collectivement, sociétalement parlant, on ne va pas très bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on peut aller mieux, je pense. Et du coup, il serait bon pour nous et pour nos animaux de compagnie qu'on s'apaise un peu. Donc la définition, pour comprendre ce que c'est l'anthropomorphisme, c'est la tendance à attribuer des caractéristiques humaines à des entités non humaines. Qu'elles soient vivantes ou non, que ce soit les animaux, des objets, des phénomènes naturels. Alors, c'est une caractéristique mentale fondamentale dans l'approche du monde par l'espèce humaine, d'un point de vue scientifique, mais aussi philosophique et psychologique. On la retrouve dans tous ces abords. Ce phénomène peut influencer notre perception et notre compréhension du monde animal en projetant des émotions et des intentions humaines sur les espèces différentes de la nôtre. On est des êtres de projection. On est les êtres les plus forts avec ce cortex préfrontal qui est le nôtre, qui est beaucoup plus développé que les autres espèces animales, c'est comme ça, qui fait que nous projetons tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, c'est un vrai boulot pour nous de réussir à ne pas trop projeter, parce que c'est très bien, mais comme tout, c'est pas binaire. Il y a du bien, il y a du moins bien, il y a des nuances. Et c'est vrai que cette caractéristique qui est très spécifique de l'espèce humaine amène des conséquences qu'on va voir par la suite dans les slides qui viennent. Pour étayer mon propos, je vais vous exposer maintenant un panel d'effets possibles, potentiels de l'anthropomorphisme sur la relation homme-animal, en vous présentant 6 exemples dont les conséquences ont été considérées comme pouvant être soit positives, soit négatives lors d'études scientifiques. La première conséquence dont je vais vous parler, elle est issue d'une étude menée par James Serpell et elle semble être plutôt positive, et c'est le renforcement de l'attachement émotionnel. Ça veut dire que attribuer des caractéristiques humaines aux animaux de compagnie, ça permet de renforcer le lien émotionnel entre eux et nous. Et en conséquence, ça motive les propriétaires à fournir de meilleurs soins. Par exemple, quand on pense que son chien ressent de l'amour, là on a une petite boule, comment ne pas craquer là sur la photo, je prends l'exemple, on va faire un petit peu d'humour. Oh mon bébé, oh il aime sa maman, hein. Oh c'est le toutou et son pépère, hein. Oh il aime son pépère. Bon voilà, allez, je fais un petit peu d'humour, mais ça, mine de rien, ça renforce le lien émotionnel et ça incite souvent à accorder plus d'attention à l'animal. Donc bien sûr que ça semble être positive dans la relation et au bénéfice de l'animal. La deuxième conséquence dont je vais vous parler, c'est, selon McConnell, l'amélioration du bien-être humain. Pour le coup, c'est le bien-être humain dont il est question là, mais si l'humain se sent bien, se sent mieux, c'est forcément impactant pour l'animal. Considérer son animal comme un membre de la famille, ça favorise un soutien émotionnel précieux et surtout en période de stress ou d'isolement social. Et là, on le vit, l'éco-anxiété, le stress, l'isolement social. Voilà, c'est des notions qui nous sont assez familières, malheureusement. Et les propriétaires anthropomorphiques se sentent souvent moins seuls, moins anxieux. Donc, ça favorise, c'est en faveur de la relation.
La troisième conséquence dont je vais vous parler ici est basée sur une étude d'Alexandra Horowitz et c'est l'augmentation de la compréhension intuitive. Alors on va revenir sur cette notion d'intuition un petit peu plus tard quand on parlera des biais cognitifs, mais et même encore dans les croyances limitantes. Enfin voilà, on va revenir là-dessus, mais il faut comprendre que l'anthropomorphisme, ça permet aux propriétaires de mieux interpréter les besoins de leurs animaux en reconnaissant certains comportements comme analogues aux leurs. Par exemple, ah oui, mon chien semble stressé comme je le serais dans cette situation. Ça m'est beaucoup arrivé, moi, quand j'étais comportementaliste, de dire, ah bah oui, oui, il est stressé, mais moi aussi je suis stressée. Voilà, on a une espèce de compassion par rapport à ça. Et là, il y a un effet plutôt positif sur la compréhension d'un état d'être chez l'animal, donc une réaction empathique qui est possible. Et donc, c'est vraiment un vecteur plutôt bénéfique dans la prise en charge comportementale de l'animal ou dans la relation même. Alors la quatrième conséquence dont je vais vous parler, c'est selon Bekoff, la mauvaise interprétation des comportements. C'est plutôt défavorable pour le coup là, puisque attribuer des intentions humaines, ça peut mener à des malentendus. J'imagine bien que en tant que professionnel du milieu animalier, vous l'avez vu, vous l'avez peut-être vous-même expérimenté, exploré de l'intérieur. C'est vraiment intéressant de se poser des questions et de voir aussi ce que ça nous amène parfois, ce biais de l'anthropomorphisme. Et donc, je vous donne un exemple. Alors là, je vais parler encore des chiens, après je vais essayer de faire un peu d'équité, et puis on parlera des chats quand même dans d'autres exemples. Mais là, pour le coup, par exemple, interpréter un aboiement comme de la jalousie ou de la rancune, au lieu d'un besoin de sécurité. On se trompe en fait sur la vocalise et ça peut fausser les réponses du propriétaire. Quand il y a de la détresse derrière une vocalise et qu'on croit que c'est une autre intention, voilà, la réponse, la réaction du propriétaire peut être en défaveur de l'animal. Et puis ça peut biaiser le lien, ça peut affecter le lien relationnel. La cinquième conséquence est, selon John Bradshaw, le risque de surprotection nuisible à l'animal. L'anthropomorphisme, ça peut pousser aussi certains propriétaires à limiter des comportements naturels de l'animal par excès de précaution. Là, sur la photo, on voit un petit chien, peut-être un petit coton de Tuléa, je ne sais pas, bon, bref. Et on le voit qu'il est plein de boue. Et si on prend cet exemple-là, empêcher ce chien de courir dans la boue, pour les raisons qui sont les siennes, pour répondre à des besoins fondamentaux qu'on respecte. Si on l'évite, si on lui évite ce comportement, parce que on a peur qu'il prenne froid, ben là, il y a quand même une réflexion à avoir sur le respect de l'expression de ses besoins. Et donc, si on ne fait pas ça, si on ne respecte pas ça, même si après on va faire attention, parce que imaginons c'est l'hiver, il fait très froid, je sais pas moi, il a peu de poils, il est âgé, il a un souffle cardiaque, voilà, il est immunodéprimé. Bon bref, on va faire attention. Bon, je pense qu'on lui aurait mis un petit manteau là, mais bon. Allez, il s'est éclaté, on va le récupérer, on va aller le laver, on va aller le sécher, on va en prendre soin, ça c'est chouette. Mais à côté de ça, éviter qu'il puisse exprimer ce comportement-là, il y a une réflexion derrière, ce que ça peut amener derrière au niveau de son équilibre. Voilà. Sixième et dernière conséquence pour étayer ce propos de l'anthropomorphisme et ce que ça amène dans la relation humain-animaux. Selon Rollins, ce sont les problèmes de santé liés à des soins inadaptés. Alors, c'est pas un manque de soins, c'est des soins inadaptés. Tout à l'heure, il ne faut pas confondre. Dans les bénéfices, on a vu que prêter des attentions humaines comme la notion d'amour, mon animal m'aime, ça amène une attention sur l'animal et une envie de soigner l'animal. Mais parfois, donc ça rejoint, c'est en lien, parfois des soins inadaptés peuvent être toxiques pour l'animal. Et là, j'ai pris l'exemple du labrador, à qui on va filer du chocolat. Bon, si c'est du chocolat blanc, bon, c'est pas bien, mais c'est moins toxique. Si c'est du chocolat noir et qu'il en mange beaucoup, 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 là, on peut quand même avoir une toxicité. Et donc, il faut voir derrière ça le plaisir de l'humain à faire plaisir
à son animal en lui donnant à manger. Voilà, donc là on est plutôt dans du risque que du bénéfice et je terminerai ces exemples avec ça. Pour conclure sur cette notion d'anthropomorphisme, je dirais que s'il façonne notre perception des animaux, il faut comprendre qu'il ne surgit pas de nulle part, hein. Il est nourri par des mécanismes inconscients profondément ancrés en nous. Donc il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. On peut travailler hein, ce biais. Il y a des techniques, il y a des protocoles à mettre en place pour pouvoir prendre du recul et comprendre. Je vous ai dit, c'est quelque chose de naturel, de profondément ancré en nous. Et il n'est pas tout seul. Ça se joue par des mécanismes inconscients. Et je vous en ai un petit peu parlé. C'est pour ça qu'après, on va évoquer les biais cognitifs, les croyances limitantes. C'est en lien avec les besoins fondamentaux et les blessures égotiques. Et tout ça sont autant de filtres hein, qui influencent souvent, à notre insu, encore une fois, la manière dont nous interprétons et nous interagissons avec nos compagnons à quatre pattes. Donc on va aller maintenant explorer ensemble ces dynamiques invisibles qui façonnent notre relation avec eux. Allez, c'est parti, on continue. Notre perception du monde, et donc notre relation aux animaux, est façonnée par des mécanismes cognitifs souvent inconscients. Et j'ai pris là, dans ce slide, pour illustrer deux grandes figures de la philosophie, hein, pour illustrer cette complexité. On a d'un côté, à gauche, Descartes, avec son célèbre « Je pense donc je suis », qui affirmait que la pensée est la preuve de notre existence. Alors, cette approche, elle place la raison au cœur de l'identité humaine, mais elle a aussi conduit à une vision dualiste qui sépare l'esprit du corps et par extension l'humain de l'animal. Du coup, cette vision, elle est encore bien présente dans nos sociétés. Elle est ancrée dans l'inconscient collectif, même si petit à petit on s'en dégage. D'ailleurs, pour mieux appréhender ce qu'a vraiment voulu exprimer Descartes et comprendre les dérives qui en ont découlé, notamment sur la notion d'animal-machine, je vous invite à lire ou à écouter la philosophe spécialiste de Descartes qui s'appelle Laurence de Villers. Ça vous permettra de comprendre que le cartésianisme n'est pas Descartes. De l'autre côté, la deuxième figure, c'est Socrate, avec son « Je sais que je ne sais rien ». Lui soulignait la nécessité de l'humilité intellectuelle, une valeur prépondérante. Il nous rappelle que nos connaissances sont limitées et souvent biaisées, et qu'une compréhension réelle passe par la remise en question de nos certitudes. Doutons, mes amis, doutons. On retrouve cette vision à travers l'allégorie de la caverne, que vous pouvez trouver sur Internet pour ceux pour qui ça ne dit rien. Et je vous invite d'ailleurs à la découvrir, cette allégorie. Du coup, ces deux philosophes, à travers leur conceptualisation de la pensée humaine, nous proposaient déjà de comprendre que notre cerveau fonctionne de manière simplement complexe. Nos biais cognitifs, nos croyances limitantes, nos besoins et nos blessures influencent notre perception des animaux, parfois en projetant sur eux des attentes ou des émotions humaines. C'est ainsi que l'anthropomorphisme peut impacter sur la relation humain-animal. Pour le meilleur comme pour le pire. C'est ce qu'on a vu. Voilà, donc comprendre ces mécanismes, c'est déjà mieux interagir avec nos animaux de compagnie et c'est ce que je vous propose à présent. Alors on va commencer par parler des biais cognitifs du coup. Notre cerveau, c'est une machine extraordinaire qu'on est en train d'explorer. On est aux prémices, hein. Encore une fois, gardons l'humilité, mais bon, on a pas mal de données, mine de rien, là-dessus. Cet organe, puisque ça reste un organe, est capable de traiter une quantité impressionnante d'informations à chaque instant. C'est des milliards et des milliards de connexions neuronales, donc d'informations qui sont traitées par des réseaux très complexes. Pourtant, pour aller plus vite, le cerveau... et pour économiser de l'énergie, il utilise des raccourcis mentaux qui nous aident à prendre des décisions rapidement. On en a besoin pour une question de survie. Ces raccourcis sont parfois efficaces, bien évidemment, mais ils nous amènent aussi à des erreurs de jugement systématiques. C'est comme ça, c'est un fait, voilà, il faut l'accepter. Ce sont les biais cognitifs dont je vous parle, et c'est ce qu'on appelle aussi le mode par défaut dans les mécanismes de la pensée. En neurosciences et en psychologie cognitive, on en recense aujourd'hui plus de 250. Ces biais, on le voit, là, il y a le petit schéma sur le côté, vous voyez un peu l'usine à gaz. Ces biais, on retrouve l'infographie là sur Internet, si vous voulez après voir ce qu'il y a de noté. Ces biais influencent notre manière de percevoir la réalité,
de raisonner, de réagir en situation du quotidien. Ils peuvent renforcer nos croyances, ils peuvent nous amener à mal interpréter les intentions d'autrui ou encore nous pousser à projeter nos propres émotions et besoins sur notre entourage, y compris bien évidemment nos animaux de compagnie. Donc comprendre ces mécanismes est essentiel pour améliorer notre relation avec nos animaux, en évitant de leur attribuer des attentions humaines qui ne correspondent pas forcément à leur mode de fonctionnement. Ça, on le sait, en éthologie, ça permet, entre interprétation et observation scientifique, voilà, il y a quand même un boulevard. Donc, dans cette partie, on va explorer ensemble quelques biais. Je vais encore vous donner des exemples, des biais particulièrement pertinents pour étayer les conséquences sur la relation homme-animal et voir comment ils influencent nos interactions au quotidien avec nos animaux. Le premier exemple de biais dont je vais vous parler, c'est le biais de projection. C'est la tendance à attribuer nos propres croyances ou émotions aux autres, donc y compris à nos animaux. Alors là, je vous ai fait une petite infographie là, avec une dame qui est vraiment pas contente parce que son chat a fait pipi sur le... Ça y est, je parle de chat enfin, sur le lit. Donc c'est un cas fréquent où la personne, elle interprète le comportement de son animal en lui attribuant des intentions humaines. Là, il le fait juste exprès pour m'énerver. Je fais bien. Ce qui peut conduire à des malentendus dans la relation humain-chat. Vous imaginez bien ce qu'il y a derrière ça, comment l'animal, lui, va vivre, va ressentir ce qu'émane de sa propriétaire. Et puis, on en parlera plus tard dans le webinaire, mais aussi ce que la propriétaire, elle ressent. Parce que bon, elle est énervée quand même. C'est elle qui ressent de l'énervement. Donc là, la dame, elle est très irritée. Voilà, donc ça, c'est un exemple pour illustrer ce qu'est le biais de projection et ce que ça peut apporter dans la relation homme-animal. Dans ce slide, je vous présente le biais de disponibilité. Alors, ce biais-là, il se manifeste lorsqu'il y a des événements ou des informations avec une forte charge émotionnelle qui sont rappelées fréquemment. Le fait de cette fréquence et de cette intensité émotionnelle, positive ou négative, influence notre perception de la réalité. Il est prouvé en neurosciences que, c'est pour ça qu'on garde plus souvent le négatif, que nos expériences négatives nous impactent plus fortement émotionnellement. Et du coup, ça implique une meilleure mémorisation de ce qui s'est passé. Voilà, que par rapport à quelque chose de neutre ou de positif. Ou alors, il faut que la charge émotionnelle positive soit très forte. Et là, on va se rappeler, en fait, on va mémoriser les choses plus facilement. Alors du coup, là dans l'exemple, on a 3 photos, à vrai dire ce sont 3 vidéos de chiens qui vont secourir, d'accord ? A priori, en tous les cas, on voit des chiens qui vont sauter dans l'eau et puis qui vont sortir de l'eau des enfants ou d'autres animaux. Voilà. Et donc, sur un phénomène viral où on va avoir une redondance, donc on va avoir plusieurs fois des chiens qui vont sortir de l'eau, aller chercher, voilà, je prends exprès le mot pas de secours, de secourir parce qu'on n'en sait rien en fait. Est-ce que c'est vraiment l'intention primaire du chien d'aller secourir ? On ne sait pas. Mais en tous les cas, on voit des chiens qui récupèrent un humain ou un autre animal et qui les sortent de l'eau. Et si du fait de cette, déjà, waouh, oh là là, on a cette notion d'héroïsme du chien. Et en plus, si on voit plusieurs vidéos, on en voit de plus en plus, eh bien, ça va s'ancrer dans notre mémoire. Et du coup, ce biais de disponibilité va nous faire un raccourci en nous faisant croire que les chiens, on va généraliser, les chiens ont une capacité à agir intentionnellement comme des sauveteurs. Voilà, et bam, ça c'est une croyance de fait. Pour le troisième exemple, je vais vous parler du biais de similitude. C'est celui qui pousse à chercher des ressemblances entre nous et d'autres espèces, ce qui peut conduire à des interprétations erronées de leur comportement. Ça peut être dangereux. Là, en l'occurrence, on voit un chien qui se met sur le dos lorsqu'on l'approche et le propriétaire, la personne, peut interpréter ce signal comme une demande de caresse sur le ventre, alors que pas du tout. Ça peut être un comportement aussi qui explicite un besoin d'arrêt de contact ou d'inconfort. On le sait, en tant que professionnel, quelqu'un qui est complètement néophyte, qui connaît rien en comportement animal, comportement canin, lui, il a qu'une envie, il monte son petit ventre, il veut des gratouilles,
couille. Bah, pas du tout. Voilà. Donc c'est ça le biais de similitude, c'est de faire des raccourcis encore une fois, d'aller vite et de faire des interprétations sur les intentions par rapport à ce comportement naturel de communication de l'animal, en l'occurrence là du chien. Le quatrième biais dont je vous parle ici, c'est le biais d'intuition. Ouais, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai parlé d'intuition. On va encore en parler, ça va se dérouler au fur et à mesure par rapport à cette notion intuitive, intuition. J'en parle un peu parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas grand-chose par rapport à ça. Et puis cette notion, voilà, ça revient aussi avec la conscience, la sentience, enfin bref. Donc, on y va, on est sur là le biais, on est pratico-pratique, on parle de neurosciences, on parle de biais cognitifs. Donc, le biais d'intuition, c'est celui qui nous conduit à des jugements rapides basés sur des impressions immédiates sans analyse profonde, ce qui peut renforcer l'anthropomorphisme encore une fois. Là, en l'occurrence, on a une petite infographie que j'ai fait. Le monsieur, il n'est pas content. Méchant chat, tu as fait une grosse bêtise. Ça, c'est ce qu'il pense, le monsieur. Lui, pour les raisons qui sont les siennes, voilà. Mais après, on a un doigt pointé vers l'animal, c'est quand même un geste menaçant. Qu'est-ce qu'il a, le pauvre chat, enfin le pauvre ou pas, d'ailleurs peut-être que tout ça ne le touche pas, j'en sais rien. Mais voilà, en tous les cas, factuellement, on a un monsieur pas content et une situation qui peut être différente en fait de ce que l'on a l'impression de voir. Voilà, donc il y a un vase qui est cassé, une personne qui trouve son chat assis à côté et lui directement, immédiatement, il en tire les conclusions que c'est le chat qui a cassé le vase par malice ou pour attirer son attention, ou que sais-je, selon son interprétation, sans considérer d'autres exemples possibles comme un courant d'air ou un mouvement accidentel. Le chat il était complètement attiré par la fenêtre parce qu'il a vu une mouche voler et puis bam, voilà, et il a fait tomber le vase. C'est possible aussi, hein. Dans ce slide, je vous ai mis sous un autre modèle, un panel de conséquences de nos biais cognitifs sur notre manière de penser et d'agir en lien avec la relation homme-animal. Première conséquence, l'anthropomorphisme, on en a bien parlé, ça y est, je pense que c'est une notion bien maîtrisée. On projette nos émotions et nos besoins sur l'animal, donc le biais d'anthropomorphisme. La deuxième conséquence, c'est la confirmation sélective, donc on privilégie les informations qui confirment nos croyances sur le comportement animal, biais de confirmation. La troisième conséquence, la simplification excessive. Là, en l'occurrence, on interprète les comportements de l'animal avec des explications trop humaines ou linéaires. C'est le biais de simplification, ça s'appelle comme ça. La quatrième conséquence, c'est la mémoire biaisée. On en a aussi parlé, je vous expliquais que l'impact des émotions, notamment les émotions négatives, on retient surtout les expériences marquantes, positives ou négatives, mais voilà, avec l'animal et on en tire des conclusions générales. Ça, c'est le biais de disponibilité. La cinquième conséquence, l'influence sociale. Nos décisions pour l'animal sont souvent guidées par les normes et avis d'autrui. C'est malheureux, mais c'est vrai. Par le biais de conformité. Et puis une sixième conséquence qui est la résistance au changement. C'est la difficulté de modifier nos croyances sur le bien-être animal, même face à de nouvelles preuves. Ça s'appelle le biais de statu quo. Et celui-là, il est terrible. Et je me rappelle lors d'un colloque par le LCMA, je vais faire un petit peu de pub pour eux, sur la stérilisation et le comportement, c'était. Et lors de ce colloque, il y a quelques années, il était dit que même les étudiants vétérinaires, lorsqu'on leur expliquait factuellement, preuve à l'appui, scientifique j'entends, qu'il pouvait y avoir des conséquences néfastes dans les bénéfices-risques, qu'il fallait vraiment réfléchir ce que ça amenait sur le comportement animal, la stérilisation, et même malgré tout ça, des étudiants avec des preuves scientifiques, ils étaient encore dubitatifs. Voilà. Et ça s'explique bien par ce biais de statu quo. Pour conclure sur ce sujet des biais cognitifs, vous aurez compris qu'ils influencent notre perception et nos décisions de manière souvent inconsciente, ce qui entraîne des erreurs de jugement et pour tous autant que nous sommes. J'ai souvenir d'Albert Moukébert, qui est un neuroscientifique qui fait beaucoup de conférences et qui parlait des biais cognitifs. Il a le vent en poupe, c'est un jeune, il est dynamique, donc si ça vous intéresse d'écouter ou de lire ses travaux, ses conférences, ça, Albert Moukébert. Et lui, il disait qu'il ne se faisait pas confiance
alors qu'il a un savoir quand même hyper important, mais que ses biais cognitifs ne lui permettaient pas de se faire confiance et que souvent il demandait, il se faisait superviser par ses collègues. Voilà, donc c'est intéressant, hein, l'humilité scientifique, vous vous rappelez. Et donc en prendre conscience de ces biais cognitifs, ça permet de gagner en objectivité, c'est hyper important, et ça permet d'améliorer notre compréhension, encore une fois, sur notre relation avec les autres et avec nos animaux chéris. Bien, maintenant on va parler d'un deuxième mécanisme inconscient que sont nos croyances limitantes. Dans nos interactions avec nos animaux, nos croyances, elles influencent profondément notre comportement et la manière dont nous interprétons leurs actions. Et parmi ces croyances, il y a les croyances limitantes qui sont particulièrement importantes. Elles entravent notre capacité à adapter nos comportements et à répondre aux besoins réels de l'animal. Ça, vous le voyez régulièrement, j'imagine, avec vos clients. Vous-même, des fois, on a même des paradoxes entre ce qu'on sait, la théorie, et puis ce qu'on met en pratique. On peut être tiraillé quand on met en conscience tout ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va explorer la nature des croyances limitantes pour que vous compreniez un petit peu cette notion-là, ce concept-là, et leur impact sur la relation humain-animal. Et encore une fois, on va s'appuyer sur des références psychologiques et éthologiques. Alors, on va commencer par définir ce que sont les croyances limitantes. Ce sont des idées ou des convictions, la plupart du temps inconscientes, qui restreignent notre perception de la réalité et qui influencent nos comportements de manière rigide. Elles peuvent provenir de l'éducation, de l'expérience personnelle ou de la culture en général. Et elles sont, et c'est ça qui est dangereux, acceptées la plupart du temps comme des vérités absolues sans remise en question. Je crois ça, donc c'est comme ça. Et c'est ça qui est vraiment dangereux pour le coup. Et là, je vous ai fait une petite infographie avec un papa cerveau, un petit cerveau qui pleure, et la phrase du papa, la phrase tueuse, on ne pleure pas quand on est courageux, mon fils. Eh bien, si, on pleure, justement. Le mécanisme de pleurs est un mécanisme naturel qui permet de décharger, de se libérer du trop-plein. Et c'est justement si on ne pleure pas que, eh bien, on a une surcharge. Et la surcharge, elle amène à des dérégulations qui peuvent amener à des dysfonctions, que ce soit de manière d'ordre comportemental, physiologique, psychologique. Voilà. Donc, bien sûr que oui, pleurer, c'est important. Mais, et ça n'a rien à voir avec le courage, on peut très bien être quelqu'un qui pleure, justement c'est très courageux de pleurer devant les autres, d'accepter de pleurer, mais le problème c'est que dans l'inconscient collectif, dans la culture, souvent, eh bien pleurer c'est un signal de faiblesse, de fragilité, donc ça n'est pas accepté. Et c'est tout le travail justement d'accepter, de se laisser envahir par les pleurs pour se libérer. Alors pour comprendre un petit peu mieux, un petit peu plus en détail ce qui se joue dans ces croyances limitantes, là je vous ai mis une infographie que vous retrouverez sur internet également, illustrant le concept de Freud, qui est un neurologue autrichien du début du XXe siècle, qui est reconnu comme le père de la psychanalyse et qui utilisait beaucoup l'hypnose. Et dans son concept, on trouve des notions, dont la notion de surmoi, qui est le siège des croyances. On va aller un petit peu plus loin dans ça après, le slide d'après, le moi et le ça, ainsi que des notions de conscient, préconscient et inconscient. Je vous ai dit qu'on en reparlerait de l'inconscient. Donc on va s'intéresser à certaines de ces notions sans les développer, on n'est pas là pour ça, mais juste pour que vous ayez une petite idée. Le conscient, c'est ce dont nous sommes conscients, nous l'amenons à notre raisonnement à tout moment. Le préconscient est ce que nous pouvons prendre conscience si nous concentrons notre attention dessus par le biais de la mémoire. Et l'inconscient, c'est ce qui est en dehors de notre conscience, mais qui influence quand même notre comportement, et même majoritairement. Il est important de comprendre que nous agissons la majeure partie du temps en mode inconscient, donc le fameux mode par défaut dont je vous ai parlé, mais à plus de 95% du temps. Voilà, c'est hallucinant, on ne se rend pas compte à quel point on est en mode automatique, en mode inconscient tout ce temps-là.
D'où l'effet répétitif de nos comportements qui se reproduisent en boucle si rien n'est fait pour les modifier dans nos résistances au changement et aux croyances, qui ont la dent dure, je vous l'ai dit. Vous imaginez un peu le pouvoir de l'inconscient. Voilà, donc c'est important de ne pas se juger, c'est important de s'amener un petit souffle là de déculpabilisation par rapport à ça, puisque la majeure partie du temps, les schémas répétitifs sont en lien avec ce mode par défaut. Au-delà du phénomène inconscient, je voudrais vous parler de l'impact du surmoi sur nos croyances. J'ai changé un petit peu l'infographie là pour se concentrer sur 3 instances, toujours selon le concept de Freud. Voilà, pour lui, notre psychisme était composé de 3 items qui sont le ça, à droite en bas, et ça, le ça est la partie instinctive, la source de nos désirs bruts et de nos pulsions, comme la faim, la peur ou le plaisir. On reviendra dans des notions de besoins fondamentaux et on retrouvera ces concepts-là. Ils fonctionnent sans logique, ni morale, uniquement selon le principe du plaisir. Et là, on est justement, le ça est en lien avec les zones sous-corticales neuronales qui ne sont pas connectées aux zones cognitives des cortex, en fait, donc de raisonnement. Il est associé, le ça, en neurophysiologie, aux amygdales centrales et au système nerveux autonome. Automatique, autonome. On ne peut pas contrôler. Déconnecté, donc, des zones conscientes du cortex, en fait, zone corticale préfrontale. Le moi, en haut, c'est le médiateur entre le ça et la réalité extérieure. La réalité extérieure, on sait qu'elle est subjective selon chacun, mais elle est ce qu'elle est, une réalité, voilà, factuelle. Je vois quoi, je vois ça. Bon, après, il y a une interprétation derrière, la subjectivité, ça, on n'en parle pas. Il cherche à satisfaire les désirs du ça, tout en respectant les contraintes du monde extérieur. C'est notre partie consciente et rationnelle. Et la troisième partie, la troisième instance, c'est le surmoi. Et lui, il représente l'intériorisation des normes, des valeurs et des interdits transmis par l'éducation et la société. C'est une prépondérance, on en a besoin pour un équilibre. Et lui, il nous pousse à être une bonne personne, entre parenthèses, en imposant des exigences et des dynamiques. C'est ce qu'on appelle la partie normative. Alors quand tout est harmonieux, quand tout est équilibré entre ces trois instances, tout va bien. Enfin, tout va jamais vraiment bien, tout est imparfaitement parfait, on le sait, mais ça fonctionne pas mal. Et le problème, c'est que parfois, sous pression du surmoi ou par pression du ça, le moi peut avoir une décompensation. Alors, il essaie toujours de compenser, et cette compensation peut amener des réactions, des surréactions, on va surréagir, que ce soit au niveau physique, émotionnel, dans notre relation aux autres, notre relation par rapport à nous, nos croyances, etc. Et puis malheureusement, parfois, on n'arrive plus à compenser. Donc quand on compense, c'est toutes les stratégies qu'on met en place dans la vraie vie pour justement essayer de réguler notre homéostasie, qu'elle soit psychique ou physiologique, globale. Et puis, à côté de ça, il y a des fois, malheureusement, où ça dépasse tout et on décompense. Et là, on connaît, la décompensation amène la maladie, qu'elle soit physique ou psychique. Donc aujourd'hui, on n'est pas là sur le sujet des pathologies, bien évidemment, mais voilà. Donc dans l'illustration que je vous ai mis là, je vous ai fait un cas particulier pour vous expliquer comment ça peut se passer. Le surmoi dit: tu dois fidèlement respecter la hiérarchie et rester à ta place. Vous allez comprendre un peu l'analogie par rapport à notre relation avec les animaux, dans ce truc un peu grossier, un peu vulgarisé que j'ai composé là. Le ça, il dit: montre que tu es plus fort et plus puissant qu'eux. C'est le côté pulsion, là, il faut que ça sorte, montre-le. Et au milieu, sous la pression paradoxale des deux pensées antagonistes, là, le moi qui lutte pour trouver un juste milieu, un équilibre. Il sert à ça, le moi. Mais si l'idéalisation n'est pas au niveau du moi,
n'est pas au niveau des capacités propres de sa régulation interne, eh ben, on peut se retrouver avec des réactions délétères, une détresse physiologique ou psychologique. Car la croyance, elle est figée dans un conflit d'intérêts. Je suis fidèle, le moi, il est comme ça, il pense, je suis fidèle, c'est imagé ce que je dis, hein, et je respecte la hiérarchie, c'est ce qu'on m'a appris, donc je ne peux pas montrer ma force et ma puissance, prouver ma valeur en fait. Il y a des choses plus profondes là-bas, on parle de psychologie. Car je n'ai pas le droit de monter dans l'échelle hiérarchique, être à la hauteur. Ça vous dit un peu des trucs, ça, hein, c'est très imagé, hein, mais quand même. Et ce lien entre les croyances et l'idéalisation du moi, c'est ce que j'appelle l'effet cocotte-minute. Après, on le retrouve hein, dans le système nerveux, quand on a les nerfs, hein, qu'on monte comme ça, dans le système émotionnel. Donc nos croyances, elles sont influencées par ce système-là. Si le surmoi crée des attentes et des objectifs qui sont inatteignables, cela peut nous pousser à juger nos actions et celles des autres. Lorsque l'idéalisation elle est forte, elle peut nous enfermer dans des exigences rigides et générer de la culpabilité ou de la frustration si la réalité ne correspond pas à l'image parfaite qu'on s'est construit. Et naturellement, ça peut transférer, cette idéalisation-là, elle peut se transférer sur nos animaux de compagnie, bien sûr, parce qu'ils ont des rôles, ils ont des figures par rapport à nous. Ils sont objets hein, en même temps qu'ils sont compagnons. Dans la relation, ça se joue comme ça. Et par rapport à ce que nous accordons comme figure à nos animaux de compagnie, pour assouvir nos besoins fondamentaux dont on va parler derrière, et pour cicatriser nos blessures égotiques, dont je parlerai encore après, eh bien, on peut avoir des réactions qui ne sont absolument pas en lien avec la réalité, voilà, par ce phénomène-là. Alors pour que ce soit un petit peu plus clair, parce que là on a fait un peu d'analogie, on a fait de l'imaginaire, on a posé des mots par rapport à ce concept, on va illustrer l'impact de nos croyances limitantes sur la relation homme-animal avec 4 exemples de conséquences. Ce sera plus clair encore. La première conséquence, c'est la projection d'attentes humaines inadaptées sur l'animal. Projection, rappelez-vous, nous sommes des êtres de projection, nous sommes des êtres de pensée et de projection. La deuxième se traduit par les freins à l'adaptation aux besoins réels de l'animal. Vraiment, ces freins, j'arrive pas à m'adapter aux besoins de l'animal. Troisième, c'est le phénomène de peur et de blocage personnel qui influence la relation avec son animal. Et la quatrième conséquence, c'est la rigidité versus le laxisme ou le laxisme dans les méthodes éducatives proposées pour les animaux. Donc on va détailler ça. Le premier exemple de conséquence des croyances limitantes sur la relation homme-animal dont on va parler, c'est la projection d'attentes humaines inadaptées. Les croyances limitantes, elles peuvent amener un propriétaire à attribuer à son animal des comportements et des intentions humaines. Ça, on a compris, je pense, là maintenant. Ce phénomène, souvent lié à l'anthropomorphisme, peut conduire à des incompréhensions et des frustrations. Là, on a l'exemple de ce chien. Mon chien sait qu'il a mal agi, vous savez, c'est cette fameuse tête coupable, malheureusement, par laquelle on va déduire que le chien a fait une bêtise, qu'il l'a fait exprès, voilà. Donc, et en plus qu'il culpabilise. Bien. Donc ça, c'est vraiment la projection de la culpabilité humaine, alors que l'animal, il réagit juste aux signaux de son environnement, hein, qui lui amène des informations, et par rapport à ses expériences et ses ressentis, eh bien, il va exprimer effectivement une tête avec tous ses muscles faciaux, ses fascias, qui vont faire que, avec son regard, ses signaux de communication, bref, on va avoir un animal qui présente ça. Mais ça n'a certainement rien à voir avec ce que pense le propriétaire. Pour le deuxième exemple, on va parler des conséquences en lien avec la rigidité, j'ai mis entre parenthèses, ou le laxisme, hein, c'est aussi grave, dans les méthodes éducatives. Là, j'ai pris l'exemple parce que c'est flagrant, on en a malheureusement encore beaucoup, du chien dominant qui doit être soumis. Donc ça, c'est vraiment une croyance profonde, ancrée chez encore beaucoup de personnes. Et malheureusement, c'est en lien avec aussi la culture qui est encore là. Ça va petit à petit
évoluer, hein, c'est une question de génération aussi, d'avancer, bref. Mais certains propriétaires et certains professionnels du monde animalier appliquent encore des méthodes éducatives et relationnelles, parce qu'il n'y a pas que l'éducation, basées sur des croyances dépassées et ou inefficaces. Cet exemple-là est typique, hein, c'est un héritage de la théorie de la dominance, hein, qui est aujourd'hui largement remise en question par les éthologues modernes, hein, comme Bradshaw, par exemple. Les conséquences de ça, c'est l'usage des méthodes coercitives inadaptées, pouvant générer du stress et des comportements indésirables, hein. Donc là, comme je vous disais, j'ai pas évoqué le laxisme dans l'exemple, mais il est évident, hein, que le manque d'un cadre structurel clair pour l'animal, il est tout autant impactant sur son bien-être et ses réactions comportementales, hein. On connaît le phénomène, entre parenthèses, on va faire une petite analogie de l'enfant roi, mais on peut complètement transposer cela à l'animal roi, et on connaît les conséquences, hein, du laxisme et du manque de limites, hein. Donc pour ça, c'est hyper important de mettre en place une autorité qu'on dit bienveillante, c'est une clé, à ne pas confondre avec l'autoritarisme, bien évidemment. Le troisième exemple parle des freins potentiels à l'adaptation aux besoins réels de l'animal. C'est ces difficultés qu'on peut avoir à s'adapter aux besoins. Les croyances limitantes, elles empêchent parfois les propriétaires d'ajuster. On le voit, hein, quand on est professionnel, éducateur, éducateur, quand on veut expliquer des choses, mettre en pratique, et qu'on voit qu'il y a des propriétaires, mais ils sont complètement à l'ouest, hein. Encore une fois, on a envie, et c'est bien normal, on est tous des êtres emplis d'émotions, et on vit aussi des frustrations, voilà, par le fait de ne pas pouvoir mettre en place ce qu'on raconte. On voit le client en face, c'est nébuleux, voilà, on a vite fait de monter dans les tours aussi, ou de perdre la motivation, hein, c'est aussi possible, ça. Et ça, on le voit parce que ces propriétaires-là, ils n'arrivent pas à ajuster leur comportement en fonction de ce qu'on leur dit, et idem pour le bien-être de l'animal. Enfin, quand on parle de budget temps, et que les gens n'arrivent pas à comprendre, n'arrivent pas à mettre en place. Donc là, l'exemple, c'est mon chat doit être câliné pour être heureux. Bon, ça c'est une belle croyance, alors que certains chats préfèrent une distance, on le sait, hein, physique, ou peuvent souffrir aussi d'hyperesthésie, hein, dans ce cas kinesthésique, hein, tactile, en lien avec le sens du toucher. Les conséquences, c'est un risque de réactivité excessive de l'animal, en lien avec ses limites de tolérance, hein, de ce contact, un mal-être animal, une dégradation du lien entre l'humain et son animal. On reparlera après de la détresse humaine, parce que là je parle beaucoup des conséquences sur l'animal, mais il y a une détresse bilatérale, hein. L'homme est un hominidé de la famille des grands singes, qui utilise son outil prépondérant qui sont ses mains, et le toucher, enfin voilà, il y a toute une culture, il y a toute une communication, il y a plein de choses qui passent par les mains. Donc de ne pas pouvoir toucher son animal, de ne pas pouvoir caresser son animal pour des raisons, pour répondre à des besoins, voilà, je vous ai dit, hein, les animaux sont des figures, mais sont aussi des objets, entre parenthèses, hein. Donc voilà, là, pour cet exemple-là. Le quatrième exemple évoque les peurs et les blocages personnels, hein, qui influencent la relation. Ces croyances limitantes, elles sont liées aux peurs personnelles, engrammées, que ce soit dans la psyché ou dans le corps. Encore une fois, tout est corps et esprit, tout est lié. Et la capacité du propriétaire à interagir sereinement avec son animal, elle se joue vraiment beaucoup par rapport à ses propres peurs. Et donc là, j'ai pris l'exemple d'un pitbull. Le pitbull est un chien très méchant. Bon, ouais, on le sait maintenant. On va pas revenir sur les généralités qui sont en lien avec ce qu'on croit des races. Ce sont des stéréotypes. Donc là, imaginons une personne qui a un petit chien et qui voit arriver un chien de type pitbull comme ça, un molossoïde, quoi. Et forcément, avec toutes ces croyances qu'elle a, ce qu'elle a entendu dans les médias, dans la rue, peut-être un fait divers qu'elle a vu, bon, bref, que sais-je, ses expériences, voilà ce qu'elle a en mémoire. Elle a peur, elle se tend, et
je vous raconte pas le nombre d'informations qu'elle envoie, d'alerte et de stress sur son animal. Je sais pas, ça c'est vous savez très bien de quoi je veux parler. Les conséquences, c'est que la relation par rapport à son chien, elle peut être bien évidemment par rapport à tout ça biaisée et possiblement anxiogène pour ce petit chien. Qu'est-ce qu'on lui amène là, comme information, d'un être, qui vit avec lui, qui est un être sécure, qui est censé c'est le surmoi, hein. Donc là, quelle va être la réaction pour l'animal, le petit chien et puis derrière, quelles vont être les informations qu'il va avoir par rapport à ça et puis quelles vont être ses réactions et puis après ça peut vraiment engranger, du mal-être chez lui. Ça se trouve, alors on fait attention bien évidemment, c'est plutôt des notions après, de génétique, d'expression en fait, hein, des gènes, une question d'apprentissage, de socialité, du chien qui est en face, est-ce qu'il y a eu un bon apprentissage de la communication, intraspécifique? Bon bref, tout ça. Donc bien évidemment, on a le droit, d'être un petit peu dans le doute, de regarder, d'observer, mais c'est vrai que ces peurs qui vont, inconsciemment, encore une fois, faire réagir le propriétaire, en lien de causalité, vont impacter sur, son animal. Donc là, en conclusion, on a décrit 4 exemples types, hein, de conséquences de nos croyances limitantes. Et on se rend compte que ces croyances, elles se façonnent inconsciemment, hein. Elles influent sur, la relation avec nos animaux. Donc c'est vachement important de pouvoir les identifier parce que ça va permettre de les remettre en question si on arrive à les identifier. Vu que c'est inconscient, si on fait un travail là-dessus, hop, on les met en conscience et après, c'est le fait d'être en conscience qui permet de remettre en question. Tant qu'on l'a pas, on ne peut pas raisonner par rapport à ça. Donc, on peut après, grâce à ça, adapter nos comportements pour mieux répondre aux besoins réels de l'animal. Et du coup, ça va favoriser la relation qui sera plus harmonieuse et plus respectueuse. Alors comment on fait pour ça? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors pour travailler sur ces croyances limitantes, il y a plein de solutions à vrai dire, hein. Là, je vais vous en donner quelques-unes. Elles ne sont pas elles sont pas exhaustives, hein. Mais utiliser des approches comme l'analyse, on peut faire une psychanalyse. Alors après, le problème, c'est que un professionnel qui voit ça et conseille à son client d'aller voir un psy, souvent, c'est mal vécu, hein. C'est mal vécu et ça fait fuir. Donc, c'est pas donné à tout le monde d'entendre ça. Après, il y a la possibilité de faire du développement personnel, se faire coacher pour pouvoir faire un chemin par rapport à ça, réfléchir par rapport à sa relation avec un grand R et sa relation avec son animal. Et puis, il y a plein d'autres pratiques. Moi, j'utilise des pratiques psychocorporelles qui permettent d'aller comprendre ses croyances profondément et du coup, qui permettent de prendre du recul par rapport à elles et puis de faire bouger au niveau cognitif, au niveau neuronal, au niveau de la neuroflexibilité, hein, j'imagine que vous connaissez ce terme, on en reparlera un petit peu plus tard. Donc des schémas de pensée qu'on a par rapport à une situation donnée. Donc toutes ces techniques, quelles qu'elles soient, elles permettent de potentialiser les bénéfices du travail, hein, que les professionnels du milieu animalier font avec les propriétaires sur l'animal dans la prise en charge éducative ou comportementale. Le deuxième point, la deuxième solution, c'est aussi de motiver le propriétaire qu'il acquiert, qu'il fasse des apprentissages basés sur des faits scientifiques, qui se forment au comportement et aux besoins réels de l'animal. Donc ça passe par le biais des livres. On peut proposer au propriétaire tel ou tel livre, chaîne YouTube, des podcasts spécialisés. On a la chance maintenant d'avoir plein de biais comme ça, des webinaires comme celui-ci, des conférences. Alors, faites attention à la désinformation, hein, comme d'habitude. On sélectionne les bons intervenants et on vérifie les sources avant de les conseiller aux propriétaires d'animaux de compagnie. Et puis, la troisième
type de solution, c'est l'accompagnement, c'est ce que vous faites vous, principalement l'accompagnement par des professionnels, éducateurs, comportementalistes, vétérinaires spécialisés en médecine du comportement, vétérinaires généralistes aussi, parce que la psyché et le corps vont ensemble. S'il y a un déficit, une dérégulation physiologique qui n'a rien à voir avec le comportement, enfin, ça a en lien avec le comportement, mais la cause primaire est plus fonctionnelle, organique, voilà, on va les traiter au niveau endocrinien, au niveau digestif, etc., etc. On sait que tout est en lien. Donc tout ça, ça permet, et c'est important de motiver le propriétaire quand même d'aller vers ces solutions-là en complément, hein. Vous comprendrez la complémentarité de tout ça pour adapter les pratiques et améliorer la relation, hein, homme-animal. À ce stade du webinaire, on va aborder la notion de besoins fondamentaux humains. La pyramide que vous voyez, elle vous est peut-être familière parce qu'on l'utilise aussi quand on parle de comportement animal. Il y a des similitudes sur certains besoins et puis après il y a des modifications dans la pyramide quand on explicite des choses sur les animaux. Au-delà de cette projection cognitive liée à l'anthropomorphisme, au biais cognitif, aux croyances limitantes, ça y est, maintenant vous voyez à peu près de quoi on parle, il nous arrive de transposer également nos propres besoins fondamentaux sur nos compagnons à quatre pattes. Ici, sur cette pyramide, la pyramide de Maslow, sont représentés les 8 niveaux. 5 fondamentaux, donc on connaît bien, et puis 3 plus subtils, moins connus, qui sont les fruits de travaux approfondis de Maslow. On retrouve les besoins de base physiologiques en lien avec la survie, donc se reproduire, respirer, manger, etc. Les besoins de sécurité en lien avec la protection des personnes, ce qu'on appelle l'ordre, la loi, la stabilité. Les besoins d'amour et d'appartenance en lien avec l'affection, l'intimité, l'intégration au groupe, etc. Les besoins d'estime de soi et des autres en lien avec les notions de respect, de réussite, de réputation. Les besoins cognitifs en lien avec la curiosité, la compréhension, le sens de la vie, hyper important. Les besoins d'esthétique, en lien avec la recherche de beauté et d'équilibre et d'autres notions. Les besoins de réalisation de soi, en lien avec l'accomplissement, l'exploitation de son potentiel. Les besoins de transcendance, le cheminement, l'éveil de conscience, l'accomplissement. Vous devez vous y retrouver. Ils sont la base de tous les comportements humains. Tous les humains ont ces fondements-là. Donc, gardez vraiment en tête que toutes nos décisions et actions, des plus simples aux plus complexes, aux plus importantes de nos vies, sont dépendantes de nos besoins, dont nos besoins psychologiques. Je vais vous donner quelques exemples encore de besoins psychologiques humains et leur influence sur notre relation avec nos animaux, en m'appuyant sur des théories validées en psychologie et en éthologie. Alors, le premier besoin dont on va parler, c'est le besoin de sécurité, qui est l'un des besoins fondamentaux identifiés par Abraham Maslow dans sa pyramide des besoins et qui a été largement étudié par John Bowlby à travers la théorie de l'attachement, dont vous avez certainement dû entendre parler ou que vous avez étudié. Les humains recherchent un environnement stable, prévisible et réconfortant. Nos animaux de compagnie, eux, deviennent souvent une source de sécurité émotionnelle et physique. Ils offrent une présence constante qui réduit l'anxiété et le stress. Leur routine et leur comportement prévisible aussi rassurent le propriétaire. D'ailleurs, quand le comportement peut sembler imprévisible, le propriétaire peut justement se sentir en insécurité à cause de ça, pas pouvoir contrôler le comportement est un effet insécure dans la relation et ça peut amener après à un état délétère de cette relation, à un déficit de confiance envers l'animal et bien plus encore. Et les animaux, dans cette notion de besoin de sécurité, ils sont perçus comme des protecteurs. Sécurité, on a besoin de protection. On est tous pareils, à des niveaux différents bien évidemment, mais on est tous foutus pareil. Donc, il n'y a pas, non, moi, j'ai pas besoin de sécurité. Celui qui dit ça, on rigole. Bien sûr que si, on est constitué comme ça. Après, il y a des liens d'attachement, sécure, insécure, enfin voilà, c'est plus subtil que ça. Mais voilà. Et donc, les animaux peuvent être perçus
comme des protecteurs. Les chiens de garde, là, on a une photo d'une jeune femme avec un berger. En tous les cas, c'est un berger, je sais pas, allemand ou malinois, j'en sais rien, on voit pas. Mais il y a certainement ce sentiment de protection qui est là et qui est fondamental, en fait, dans leur relation. Le deuxième besoin dont on va parler, c'est le besoin d'attachement et de lien social. L'attachement, c'est un processus essentiel au développement humain, hein, comme l'ont démontré les travaux de Bowlby et Darlow, j'en ai tout petit peu parlé avant. Nous, les humains, avons besoin, recherchons des liens affectifs solides, stables, qui nous permettent de nous procurer du réconfort et un sentiment d'appartenance. C'est pour ça que ça explique que nous nous attachons profondément à nos animaux de compagnie, hein, souvent en leur attribuant d'ailleurs des caractéristiques similaires à celles d'un enfant ou d'un partenaire. C'est pas pour rien qu'on nous appelle des pets parents, hein. En somme, le chien et chat et d'autres animaux de compagnie, hein, la poule, le lapin, etc., euh, peuvent devenir des substituts affectifs dans certaines situations de manque, de carence. Et ce qui se passe, c'est que parfois, on peut interpréter leur comportement à travers le prisme de l'attachement humain, donc poser des jugements, mon chien est jaloux, mon chat me boude. Euh, c'est clair que si l'animal ne répond pas aux besoins, il y a un pourcentage, hein, j'ai besoin plus ou moins, hein, c'est plus ou moins, c'est cette jauge qu'il faut pouvoir identifier. Et si jamais il répond pas aux besoins, un chat, en fin de compte, l'humain, il est juste là pour lui donner à manger. Le chat aime pas du tout les câlins, voilà, ou la personne est très nerveuse et du coup le chat se sent pas bien avec cette personne-là. Il y a un déficit d'affinité, ça peut arriver. Ben là, on peut avoir une souffrance, hein, de la part de l'humain et des réactions derrière. Donc tout ça, il faut pouvoir le comprendre, le conscientiser et puis travailler là-dessus. En plus, l'attachement, enfin les interactions avec nos animaux, ça déclenche, ça stimule la production d'ocytocine, ça renforce le lien d'affection. C'est un vrai médicament, hein, et c'est pour ça que les animaux sont utilisés en médiation animale, en zoothérapie, voilà, ils nous sont importants, hein. Ils compensent. Vous vous rappelez, je parlais tout à l'heure de compensation, décompensation. Ils sont des compensateurs quand il y a des déficits au niveau de nos besoins, hein, fondamentaux. Le troisième besoin qu'on va évoquer est le besoin de reconnaissance et de valorisation. Carl Rogers, dans sa théorie de l'autodétermination, met en avant l'importance du besoin de reconnaissance et de valorisation. C'est pareil, on en a tous besoin, plus ou moins encore à grande échelle, selon ce qu'on est, selon notre être. Nos animaux de compagnie jouent souvent un rôle dans la construction de notre image de soi. Ils nous apportent une reconnaissance inconditionnelle indépendamment de notre statut social, hein. Donc, c'est une haute valeur, hein, un apport important. Et le fait de bien s'occuper d'un animal aussi, ça peut valoriser notre sentiment de compétence et de responsabilité, hein. Là, sur la photo, on voit un monsieur qui a des besoins, qui, a priori, fait de la muscu, qui aime avoir un aspect esthétique. Alors, on en parlera après du besoin d'esthétisme, mais peut-être de force, enfin voilà, de valorisation par rapport à son image de soi. Et on a un chien, n'oublions pas qu'on crée aussi les animaux d'élevage pour répondre à nos besoins, hein. Je vous ai parlé des animaux, ce sont des objets, hein. C'est difficile de l'entendre, mais c'est la vérité, hein, on s'en sert. Donc certains animaux deviennent des extensions de notre identité. Et là, en l'occurrence, par exemple, l'exemple de cette race de chien qui est choisie en fonction de l'image sociale qu'elle va véhiculer selon les besoins de son propriétaire. Là, c'est un peu flagrant. On va évoquer un quatrième besoin qui est le besoin de contrôle et de maîtrise de l'environnement. La psychologie du contrôle, selon Rother et Seligman, montre que l'humain cherche à maîtriser son environnement pour réduire l'incertitude et l'anxiété. On est dans un système éco-anxieux et ce sont des besoins qui nous permettent de compenser ça. Les animaux, en tant qu'êtres dépendants de nous, sont souvent intégrés dans cette dynamique. On observe, hein, que les propriétaires attendent la plupart du temps un comportement prévisible et conformiste de la part de leur animal. Certains d'entre eux surcontrôlent leurs animaux en raison d'un besoin de maîtrise exacerbé.
en lien avec l'hypercontrôle. Et même dans des activités ou dans des métiers, enfin dans des, comment dire, des pratiques, pardon, comme l'éducation et le dressage, on voit ça, hein, on peut voir et on voit se refléter davantage un besoin humain de contrôle qu'une réelle nécessité pour l'animal. On peut réfléchir hein, du coup aux limites de ces pratiques face à ces notions d'hypercontrôle. C'est juste, là pour le coup, c'est une bombe, mais le professionnel, comment est-il? Et par rapport à ça, qu'est-ce qu'il propose dans ses pratiques? Voilà. Et après, on a le propriétaire, effectivement, lui, qu'en est-il de son être, de ses besoins, qui va peut-être chercher certaines pratiques plus que d'autres et qui n'entendra pas qu'on soit un petit peu moins dans le contrôle dans ce qu'on lui propose, un peu plus de permission pour permettre peut-être plus de consentement et plus de réflexion de la part de l'animal, justement pour travailler l'indépendance quand on veut travailler cette notion-là par la suite. Alors, il est hyper important d'apprendre à lâcher le contrôle parce que dans une notion d'hyper-contrôle, ça c'est hyper toxique hein, pour soi et pour son environnement. Mais c'est un vrai challenge, hein, donc faut savoir le faire. Et c'est une clé essentielle à la régulation de notre équilibre mental, en fait. Donc d'où l'intérêt de pratiquer avec le propriétaire des exercices de lâcher prise, où on crée une situation imaginaire ou réelle et on ressent pour prendre conscience de ce qui se passe, des enjeux à l'intérieur de soi. Donc là, je parle vraiment d'un travail psychocorporel, de ressenti. Donc il y a des protocoles qui existent. Hein. Moi, je mets en place des protocoles par divers biais et on va aller ressentir ce qui se joue à l'intérieur de soi et du coup ce qui se joue dans la relation, les enjeux. Le cinquième et dernier besoin, exemple de besoin qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est le besoin de donner un sens à sa vie. Viktor Frankl et Maslow ont mis en avant le besoin de sens comme moteur du bien-être humain. Je vous conseille le livre de Viktor Frankl, Découvrir un sens à sa vie. Alors grâce à la logothérapie, mais au-delà de la logothérapie qu'il a inventée, c'est un psychiatre, je crois qu'il est américain. Voilà, il a vécu une histoire. Je vous en dis pas plus, je spoile pas, mais voilà, vous comprendrez ce qu'il y a là-dedans. Beaucoup de propriétaires d'animaux trouvent un sens profond dans leur relation avec leurs compagnons. Un besoin fondamental. On est vraiment dans les besoins fondamentaux là. Hein. L'animal devient un compagnon de vie qui donne une raison de vivre. C'est fort. Hein. Se lever le matin, se tenir en bonne forme, en bonne santé. La relation avec l'animal est parfois investie d'une mission. Sauvetage, thérapie, éducation. Hein, ça commence à titiller certains des professionnels qui sont certainement en train d'écouter, enfin de regarder mon webinaire. Les animaux sont intégrés hein, dans les pratiques spirituelles également et philosophiques. En fait, ils font partie de nous, ils font partie de nos moyens de nous nourrir. Donc on a la communication intuitive, le rôle du guide, enfin voilà, on peut regarder tous ces aspects-là, spirituels, philosophiques, comment dire, littéraires, hein, pareil. Et là, bref, je pense à beaucoup d'entre nous hein, qui se retrouveront dans ce besoin. Moi, perso, je coche les cases, hein. Il n'y a pas de honte à ça. Je ne suis qu'une humaine. En conclusion, je dirais que comprendre comment on projette nos propres besoins sur nos animaux de compagnie, ça permet de mieux ajuster notre relation avec eux. En reconnaissant ces mécanismes, nous, les professionnels, hein, pouvons accompagner les propriétaires vers une relation plus équilibrée où l'animal est respecté pour ce qu'il est réellement et non pour ce qu'il représente symboliquement. Cette prise de conscience, elle est essentielle pour éviter les malentendus, les attentes irréalistes et les comportements inadaptés qui pourraient nuire au bien-être de l'animal et à celui du binôme. Hein. Vous savez, quand je parle d'attentes irréalistes, là, je reviens sur cette histoire d'idéalisation. Il y a des ponts hein, au fur et à mesure. C'est un continuum, hein, ce webinaire. Donc, des ponts vers cette histoire de surmoi, ça, et du moi au milieu, là. Hein. Donc, si l'animal ne répond pas à nos besoins, le moi, comment il agit, comment il réagit humain, tout ça, ça amène beaucoup de souffrance et ça peut amener des réactions qui peuvent être délétères pour les deux parties du binôme ou pour l'une d'entre elles. Donc moi, je vous invite à titre personnel à reprendre les 8 types de besoins et à vous demander individuellement, soyez le plus honnête avec vous-même, vous n'avez rien à perdre, on s'en fout, de toute façon on est tous parfaitement imparfaits, hein, à quel pourcentage vous projetez vos besoins sur vos animaux.
Déjà, faites-le pour vous personnellement, vous les professionnels, et comme ça va vous permettre après de pouvoir peut-être apporter ça à vos clients. Donc on le fait tous, hein, de toute façon, ces projections-là, donc c'est essentiel de comprendre à quel point ça a une influence sur notre animal. Et s'il y a influence, de quel ordre est-elle? Est-ce qu'elle influence positivement ou négativement notre animal? Et puis l'autre partie du travail, c'est d'évaluer les besoins de nos animaux et l'impact qu'ils ont sur nous, à l'inverse. Et ça, c'est encore une réelle piste de compréhension des enjeux et des conséquences dans la relation. Et puis si vous, professionnel, vous n'avez pas envie de faire ça, y a d'autres professionnels, comme moi, qui sont là pour ça. Alors, on va finir de parler des mécanismes inconscients en abordant les blessures émotionnelles. Et pour cela, il est bon que vous ayez quelques notions sur l'ego et son influence. C'est pas un gros mot, l'ego, hein, tout va bien. On reprend du coup une petite zone de l'image que nous avons vue précédemment dans la partie sur les croyances limitantes et on zoome sur l'ego qui est représenté par le moi, selon Freud. Donc, il peut être défini comme la construction de notre identité à travers nos expériences, nos croyances et nos conditionnements. Il est à la fois un outil indispensable à notre structuration psychologique et un filtre qui façonne notre perception du monde. Ça, vous l'avez compris, c'est indispensable. Lorsqu'il est blessé, il met en place des mécanismes de défense qui influencent nos relations, y compris avec nos animaux. Les blessures émotionnelles ressenties par l'ego, par le moi, conditionnent nos réactions et nos attentes relationnelles. C'est un peu, encore une fois, on est en lien avec ce qu'on a évoqué juste avant sur les besoins. Elles se manifestent non seulement dans nos interactions humaines, mais aussi dans la manière dont nous percevons et projetons nos blessures sur nos animaux. Alors, je vais vous proposer de comprendre, grâce à des exemples, quelles sont les conséquences potentielles en cas de projection des blessures dans la relation humain-animaux. Un propriétaire, il peut inconsciemment attendre de son animal qu'il compense, vous avez compris maintenant, ses propres manques émotionnels, qui jouent un rôle spécifique, clé, réconfort, valorisation, distraction, et qu'il réponde à des attentes irréalistes. Cela peut mener à des incompréhensions et à des comportements inadaptés, aussi bien du côté humain que du côté animal, hein, on l'a dit. L'enjeu, c'est donc d'identifier nos blessures pour éviter de projeter sur notre animal des attentes inconscientes. Et l'enjeu important également, c'est de lui permettre d'exister pleinement en tant qu'individu à part entière et non plus en tant qu'objet. C'est ce que je vous propose de faire grâce au concept de Lise Bourbeau, qui est une experte en développement personnel, qui a conceptualisé les 5 blessures émotionnelles que sont la trahison, l'humiliation, l'abandon, le rejet et l'injustice. On va voir ça à travers des exemples un peu plus parlants. Je vous conseille un bouquin, le bouquin de base que vous devez avoir sur cette conceptualisation-là, c'est Les 5 blessures émotionnelles de Lise Bourbeau. Voilà. Lisez déjà ça, vous comprendrez pas mal. Du coup, ça va peut-être vous emmener encore plus loin dans votre réflexion et votre envie de savoir. Pour chaque blessure, je vous ai fait une petite fiche type et on commence avec la blessure de rejet. Quand on souffre fortement de cette blessure-là, voici les comportements associés. On a une personne qui peut être plutôt effacée, plutôt dans la fuite, qui a peur du rejet, bien évidemment, qui a des difficultés à s'engager, qui est dans le déni, qui a de la mésestime de soi, de la dévalorisation. C'est une personne qui pense qu'elle ne vaut pas grand-chose, voire rien. Le masque de cette blessure-là, de la personne qui utilise cette blessure, c'est le masque du fuyant. La personne se sent incomprise. Elle a une capacité à se rendre invisible d'ailleurs. Son émotion la plus fréquente à cette blessure, c'est la peur. Et sa plus grande peur, c'est la panique. Alors, la conséquence sur la relation humain-animal, c'est une personne qui peut rechercher chez son animal une présence inconditionnelle et constante, tout en ayant peur d'un lien trop profond qui pourrait la confronter à une extrême souffrance en cas de rejet de l'animal. Donc, elle préfère garder une distance relationnelle. C'est assez ambivalent, mais elle s'exprime comme ça, cette blessure. La deuxième blessure, c'est la blessure d'abandon. Les comportements associés, c'est la dépendance affective, le besoin excessif d'attention. Le masque le plus utilisé, c'est celui du dépendant. Il pense qu'il a besoin des autres pour exister.
Son émotion la plus fréquente, c'est la tristesse. Il pleure facilement, il a des difficultés à dire non, il se plaint beaucoup, il est dans la victimisation. Et sa plus grande peur, c'est la solitude. Les conséquences sur la relation humain-animal, c'est un propriétaire qui peut surinvestir émotionnellement son animal, le traitant comme un substitut relationnel et éprouvant une grande détresse lorsqu'il s'éloigne ou qu'il devient indépendant, cet animal. La blessure suivante, c'est la blessure d'humiliation. Les comportements types associés sont la peur d'être jugé et de faire honte, une tendance à se suradapter aux autres, aux attentes des autres, et du coup, il connaît ses besoins, mais il ne les respecte pas. Généralement, il est dans le dépassement de ses besoins. Son masque le plus utilisé, c'est le masochisme. Il pense qu'il n'est pas digne des autres. Son émotion la plus fréquente, c'est la honte et le dégoût. Il est généralement hypersensible. Et sa plus grande peur, c'est de ne pas être libre. Et le paradoxe, c'est qu'il s'arrange pour ne pas l'être, pas être libre. Il est toujours occupé, celui-ci. Les conséquences sur la relation humain-animal, ça peut se traduire par une tendance à l'hypercontrôle sur l'animal, pour éviter qu'il ne fasse honte, par exemple. Des exigences élevées en matière d'éducation, on en a parlé, d'apparence physique ou de propreté, ou par un excès d'anthropomorphisme pour le valoriser socialement, voyez. Voilà. Ça peut, ce que je suis en train de vous dire là, je pense que ça va peut-être titiller certains d'entre vous, donc encore une fois, je vous le redis, amenons-nous de la douceur. Toutes ces blessures, on les a plus ou moins. Encore une fois, c'est une question de jauge. La quatrième blessure que je vais évoquer, c'est la blessure de trahison. Alors, les comportements associés, c'est contrôle excessif, méfiance, peur d'être manipulé ou abandonné, se croit très responsable et très fort, et généralement en lien, le masque, la personne est intolérante. Ça peut passer par des intolérances comportementales, mais aussi physiologiques. Son masque le plus utilisé, c'est le masque du contrôlant. La personne pense qu'elle ne peut pas faire confiance. Son émotion la plus fréquente, c'est la colère, en lien avec l'impatience généralement. Et sa plus grande peur, c'est la perte de contrôle et la renonciation. D'où le paradoxe, parce que généralement, ces personnes-là ne tiennent pas leurs engagements. La conséquence sur la relation humain-animal, c'est une personne qui peut imposer des règles strictes à son animal, ressentir de la frustration lorsqu'il ne répond pas à ses attentes ou projeter sur lui des intentions qu'il n'a pas. Genre, il fait exprès de me défier, celui-là. Voilà. La dernière blessure, la cinquième, c'est la blessure d'injustice. Alors, les comportements associés à cette blessure, c'est le perfectionnisme, le besoin d'équité, des difficultés à exprimer ses émotions et des difficultés à se faire plaisir sans culpabiliser. Son masque le plus utilisé, c'est celui du rigide. La personne pense qu'elle... Enfin, elle pense. Elle a des comportements où elle pense qu'elle doit être parfaite. C'est inconscient, bien évidemment, et elle se justifie beaucoup. L'émotion la plus fréquente, c'est la colère, notamment la colère contre elle-même. Quand on gratte, il y a beaucoup de colère et en fait, on se rend compte au fond que c'est une colère qui est redirigée vers soi. Et sa plus grande peur, c'est la froideur et l'indifférence des autres. Les conséquences sur la relation homme-animal, c'est une tendance à exiger une obéissance parfaite de l'animal, à réprimer ses propres émotions face à lui et à projeter des notions inconscientes, encore une fois, de mérite ou de punition dans la relation si l'animal est indifférent ou insensible à ses demandes et ses attentes. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je me retrouve bien là-dedans, c'est assez explicite. Alors, des pourcentages différents, bien sûr, selon le type de blessure. Mes lignes, elles ont bougé au fur et à mesure de mon évolution par rapport à ce que j'ai engagé dans ma démarche de développement personnel, de mise en place des pratiques de régulation de mon stress, de mes états émotionnels, tout ce que j'ai porté en conscience. Voilà. Donc, ça donne à réflexion, j'espère en tout cas pour vous. Et puis, ça vous donne des pistes de travail par rapport aux propriétaires d'animaux. J'ai bien conscience que ce webinaire, encore une fois, peut, pour certains et certaines d'entre vous, apporter une espèce de résonance, voire peut-être même un bouleversement en découvrant ces notions-là. Alors, je tiens à vous rassurer, même à vous réconforter. Quelle blessure, là? Quel besoin pour moi? Aucun être humain est exempt,
je vous l'ai dit, de blessures, de croyances, de biais, de souffrances. Ça fait partie du nous, ça fait partie du tout. Euh, Certains en ont conscience et d'autres non, à des degrés différents. Et le premier pas, si vous êtes touché par ça, c'est d'en parler déjà autour de vous. Et c'est aussi pour ça, ce webinaire que je le fais, si vous n'avez pas envie d'en parler autour de vous, j'ouvre un espace dont je vous parlerai à la fin du webinaire pour ça, pour vous, pour nous. Et pour revenir aux conséquences des projections de nos blessures, la solution pour réduire ou éviter qu'elles soient trop impactantes pour nos animaux de compagnie, c'est d'aller vers une relation équilibrée. Alors pour ça, il faut prendre conscience de ces blessures et de leur influence, bien sûr. Ça permet d'adopter une posture plus juste vis-à-vis de l'animal et ça passe par une observation bienveillante de nos réactions et attentes envers lui, un travail sur soi pour combler ses propres manques au lieu de chercher une réparation extérieure, une écoute active des besoins réels de l'animal sans y mêler nos propres filtres émotionnels. En conclusion, en comprenant mieux la place de l'ego et les mécanismes des blessures émotionnelles, on peut développer une relation humain-animal plus harmonieuse, basée sur le respect mutuel et une communication authentique. Voilà, en ayant passé en revue tous ces facteurs, on comprend un peu mieux pourquoi on projette autant des choses sur nos animaux et pourquoi on réagit ainsi. Alors, j'aurais pu approfondir davantage le sujet en abordant l'aspect anatophysiologique impliqué dans les réactions comportementales. Je parle là de l'impact du système nerveux, hormonal, neuronal sur la régulation de l'homéostasie, le stress, les émotions, sur notre manière de réagir, de relationner. J'aurais pu également évoquer la notion de personnalité, mais il a fallu faire des choix. Et déjà, le webinaire est assez long comme ça, assez consistant, je pense. Donc, il fallait faire des choix pour respecter le temps imparti à ce webinaire. Et ce sont des notions plus générales qu'on retrouve chez l'animal. Donc, je me suis dit que vous connaissiez certainement, et si ce n'est pas le cas, on peut en reparler derrière. Cependant, prendre en charge la régulation, bien évidemment, du stress, du système nerveux, des émotions et de toutes les dysfonctions et des régularités, j'ai bugué, organiques, sont des leviers prépondérants pour aider à harmoniser le binôme homme-animal. C'est pour ça que je vous dis, il y a vraiment une complémentarité, une pluridisciplinarité qui va vraiment être une synergie d'action, on va en reparler derrière, en faveur de la relation homme-animal, en faveur du travail que vous faites, vous, professionnels. Je vais parler d'un dernier point essentiel que j'aborderai avec empathie, car il met en lumière la souffrance des propriétaires face aux comportements indésirables ou problématiques de leur animal. J'en ai un petit peu évoqué le sujet quand j'ai parlé de la détresse humaine. Je vous ai dit qu'on en parlera. Eh bien, on en parlerait, c'est là, maintenant. À présent, je vais évoquer des exemples issus de nombreuses situations que j'ai rencontrées. Donc là, c'est de l'expérience lorsque j'étais comportementaliste. Vous avez certainement vous-même vécu des moments difficiles à gérer face à la détresse humaine. C'est principalement cela qui m'a poussée, moi, à évoluer vers mon métier actuel, dans le but de favoriser l'harmonisation entre chaque partie du groupe homme-animal. On retrouvera dans ces exemples les notions dont on a parlé avant, bien évidemment. Je trouve que c'est important de parler de l'impact de nos animaux sur nous, parce que être le gardien, le responsable d'un animal, ça nécessite un investissement important. Certains besoins fondamentaux chez l'animal peuvent créer de réelles nuisances, comme le besoin de prédater, par exemple. Parfois, ça peut vraiment choquer le propriétaire. J'ai l'exemple d'un Jack Russell, d'une jeune adolescente qui est revenue des fourrés, la gueule en sang, et ça a provoqué un choc profond chez cette jeune fille-là. D'autre part, lorsqu'une personne n'est pas en capacité de répondre naturellement aux besoins de l'animal, elle peut souffrir de surcharge mentale. Il y a aussi les erreurs de casting au niveau des personnalités. Entre par exemple une personne casanière ou vite débordée et un chien de lignée de travail qui a des besoins d'activité plus et cognitifs, physique et cognitifs. Dans les exemples suivants, je reprends les notions, encore une fois, de besoins, de blessures potentielles pour que vous compreniez ce qui se joue une fois de plus. Dans le premier exemple, on a une configuration avec une petite fille qui adore câliner et un chat qui n'aime pas être caressé. Et une maman angoissée car elle a peur des réactions du chat
Il a eu des réactions par rapport à la petite fille, alors qu'elle avait pris ce chat pour sa fille. Donc là, la config fait que il y a un travail pluridisciplinaire à faire, il y a un travail par rapport au chat, donc une prise en charge du vétérinaire ou du comportementaliste et du chateur, pour faire le bilan et proposer les modifications qu'il se doit, apporter une pédagogie à la famille pour parler des préventions des risques et des besoins de l'animal, et puis mettre en place des apprentissages d'acceptation de proximité dans le respect des capacités individuelles du chat, bien sûr, pour qu'il y ait du rapprochement si possible. Et puis de l'autre côté, il y a les protagonistes humains, où il y a un travail sur les émotions, le stress, les ressentis somatiques en tenant compte de ce qu'on a évoqué, croyances, blessures, etc. La petite fille, elle ressent beaucoup de frustration parce qu'elle aime câliner et du coup elle ne peut pas. Elle ressent de la tristesse et un sentiment de rejet. Et donc du coup, il y a nécessité de passer sur un objet transitionnel. Un objet transitionnel, en l'occurrence, là dans l'expérience que je vous livre, on a pris une peluche qui ressemblait beaucoup au chat. La maman, il y a un sentiment d'impuissance, une peur de l'attaque de l'animal à tout moment. Vous vous rappelez ce contrôle, cette imprédictibilité. Et bien là, ça la met dans des angoisses pas possibles. Donc elle vit un stress permanent. Et en plus, elle a un sentiment de culpabilité parce qu'elle a pris ce chat pour sa fille. Voilà. Donc là, ça donne un peu une notion dans cette configuration, quand je vous parlais de détresse humaine, de travail, des pistes de travail pour pouvoir faire évoluer la relation. Le deuxième exemple, c'est un chien qui passe ses nerfs en déchiquetant le tapis et les coussins, et un monsieur qui perd le contrôle en voyant les dégâts dans son salon. Alors, encore une fois, il y a une prise en charge de l'animal par les professionnels du monde animalier. Et puis, à côté de ça, il y a le papa, le monsieur, le papa du dépeceur, où il y a un travail, encore une fois, à faire sur son état d'être psychosomatique, émotionnel, nerveux, parce que lui, il ressent une incompréhension par rapport à ce que fait son animal, une colère impulsive, un sentiment d'impuissance, un stress et de la souffrance, bien évidemment, face aux dégâts. Un sentiment de trahison par rapport à cet être cher, une relation d'attachement qui est là, et pourtant une incompréhension. Donc cette blessure de trahison-là a été mise en évidence dans cette relation, dans les enjeux qui se jouent entre l'animal et ce propriétaire. Le troisième exemple, ce sont ces deux jeunes chats qu'une fille a offert à sa maman pour compenser le syndrome du nid vide, vous savez, quand les enfants y partent. Et qu'on se retrouve tout seul, nous les parents. Donc une femme relativement maniaque qui est débordée par la fougue destructrice de ces deux chats qui de surcroît ont une activité plus intense la nuit. Encore une fois, une prise en charge du chat, du binôme, mais par un professionnel du milieu animalier pour faire un bilan, voir ce qu'il se joue là-dessous. Alors, faire peut-être un bilan vétérinaire pour faire une éviction des causes médicales, bien sûr. Bon, là, en l'occurrence, on sent qu'il y a autre chose derrière, mais bon. Comprendre la cause du comportement et donner des conseils en lien, et puis une pédagogie pour expliquer à la dame que ce sont des comportements qui ne sont pas volontaires. En tous les cas, qui n'ont pas volonté de lui nuire. Et pour la cat's mum, il y a un travail, toujours pareil, par rapport à son sentiment d'envahissement, de débordement face aux agissements délétères des chats dans son cocon. Tristesse, de fatigue mentale, elle a vraiment une détresse et une fatigue mentale, un manque de sommeil par rapport à l'activité nocturne des chats, ils font le bordel la nuit, ça la réveille. Un stress par rapport aux dégâts, elle qui est maniaque, aime que ce soit propre, bien rangé, tout ça c'est satisfaisant pour elle, c'est sécurisant. Et puis un sentiment d'humiliation par rapport aux croyances qui le font exprès pour la pousser à bout. Le quatrième exemple, là on parle d'un chien de lignée de travail qui surréagit aux mouvements rapides et à l'exposition à certains congénères. Et on a son propriétaire, un homme qui est démuni, quasi désespéré, qui n'ose presque plus sortir son chien. Donc encore une fois, une prise en charge par rapport à la situation et
en lien avec l'animal et pour le propriétaire, un travail à faire en prenant compte de toutes les modalités et toutes les sous-modalités qui lui génèrent une grande détresse, de la souffrance face à la situation, comme la honte, parce que il a honte d'être jugé par les autres face aux réactions de son chien, la peur face à l'imprévisibilité des comportements de son chien. On ne peut pas contrôler le contexte, l'environnement, comme ça, c'est impossible de contrôler à 100%. Le sentiment d'impuissance, justement, en lien avec cette incontrôlabilité, et puis une colère envers lui-même, de la déception par rapport à l'affect relationnel qu'il a, l'amour qu'il porte à ce chien, de la douleur physique. Le stress et la douleur, je ne vous l'ai pas dit encore, hein, mais ce sont les mêmes réseaux au niveau neuroscientifique, neuronaux. La douleur est ressentie de la même manière. Stress et douleur physique, ça vous donne un petit peu une idée de ce qui se passe à l'intérieur de nous. On le vit, hein, donc ça ne va pas vous étonner. Et puis un stress permanent, parce que malheureusement, dès qu'il sort de la maison, c'est compliqué. Alors on comprend bien, hein, avec ces exemples-là, que c'est pas facile de vivre ensemble. On se comprend pas vraiment et puis c'est normal, hein. Déjà, est-ce que vous comprenez totalement? Moi, non. Je suis un mystère pour moi-même et je m'apprends petit à petit de l'expérience de ma vie, de mon cheminement. Dans une fratrie, c'est pareil, hein. Des fois, on a les mêmes parents et pourtant, on est si différents. Alors, entre homme et animal, il y a un boulevard, quoi, hein. Donc, c'est important d'écouter les ressentis humains qui émanent de ces situations fréquentes, sans juger, en posture basse. C'est important, mais c'est super difficile à faire, en fait, hein. Faut proposer, lorsque les gens sont trop envahis par tout ça, un accompagnement complémentaire pour agir sur les conséquences pour l'humain. Les conséquences des nuisances, les préjudices matériels en cas de dégradation, la tension sociale aussi avec les autres personnes, hein. Imaginez les comportements d'attaque, les aboiements intempestifs. Voilà, il y a beaucoup de nuisances qui peuvent arriver par rapport à ça. La surcharge mentale, le respect du budget temps de l'animal, penser aux adaptations apprises en apprentissage éducatif et relationnel, par exemple. Donc c'est, ah oui, on m'a dit de faire ça, et puis il faut que je fasse ça, et puis alors j'ai tout un protocole à mettre en place, mais j'ai aussi les enfants, et puis j'ai aussi... Enfin voilà, débordement, quoi, hein. La vie, on est dans un monde de foufou, quand même, hein. Les douleurs physiques et psychiques, hein, les douleurs physiques en cas d'attaque, le chat caressé mordeur, par exemple, ou le chien qui bondit, qui va surréagir, et puis bim, on se prend un coup, ça retentit, ça fait des traumas corporels. On est obligé d'aller chez l'ostéo derrière ou le kiné. Et puis les douleurs psychiques, on en a parlé. Et les ressentis psychocorporels, donc la somatisation en lien avec les états émotionnels et l'état nerveux dû au stress face à ces situations problématiques. Voilà, donc tout ça, ça nécessite quand même d'être pris en charge pour le bien-être commun de l'animal et de l'humain, bien évidemment. C'est un constat. On sait, nos animaux de compagnie, dans leur majorité, en tous les cas dans notre société, en France, sont privés de leur liberté fondamentale. Liberté de faire, par exemple, leurs besoins quand ils le ressentent, de trouver seuls les congénères qui leur conviennent, d'effectuer des activités de déplacement, de chasse à leur rythme, selon leurs besoins. Manger, ce besoin fondamental dans la pyramide de Maslow, rappelez-vous, ce qui leur convient au moment où ils en ont besoin. On n'y est plus là, hein. Bref, c'est la vie des animaux de compagnie. Ce sont des animaux captifs qui, automatiquement, ont un lien de dépendance par la nature structurelle même du système dans lequel ils évoluent. Qu'on le veuille ou non, on est leur geôlier, hein. Donc, c'est un peu péjoratif de dire ça, mais on peut être des gentils geôliers, hein. Mais c'est un peu quand même une analogie, en tous les cas, moi je l'exprime comme ça. Donc, on est, par ce fait-là, un levier, je dirais même le levier le plus puissant pour les aider à évoluer dans des conditions d'adaptation propices en lien avec leurs capacités propres. J'évoque là le modèle de Fraser en fait. Et pour optimiser les chances de leur apporter un équilibre qui repose sur le respect de leurs besoins, budget, temps, environnement adéquat, biotique et abiotique, dont la qualité des relations interspécifiques, il est nécessaire que les humains propriétaires d'animaux de compagnie soient eux-mêmes dans un équilibre psycho-émotionnel relativement stable. Il y a une relativité, on le sait. C'est impossible d'être équilibré à 100%. On est toujours en train de... C'est le principe de l'homéostasie.
Donc je reviens à la notion de surmoi, vous vous rappelez, euh, nous sommes une grande partie du surmoi de nos animaux. Celui qui interdit, celui qui contextualise, qui érige les règles, qui impose. Donc il est nécessaire, dans la régulation de l'individu, de l'utiliser, mais il ne peut être réellement efficace que s'il est fonctionnel. Et donc c'est ce que je veux dire, le surmoi, c'est-à-dire nous, les propriétaires d'animaux de compagnie, on doit être relativement équilibré, relativement juste, voilà, dans cette balance, pour pouvoir aider l'animal. Donc c'est là que le travail pluridisciplinaire est extrêmement recommandé. Comme le dit l'expression, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Avec ce modèle, on constate de réels bénéfices lors de la prise en charge du binôme. Il y a une action synergique de la prise en charge des deux parties du binôme, dans une notion de prise en charge systémique. Et ça a pour effet de potentialiser la performance du travail accompli par le professionnel canin ou félin. Il gagne du temps et de l'énergie si le propriétaire est plus ouvert et plus attentif. C'est grâce aussi à l'effet médiateur de sa prise en charge par le travail effectué pendant des séances que le pet parent va évoluer dans sa prise de conscience relationnelle et dans ses propres réactions comportementales. Il va gagner en tolérance, en patience. Il tendra à être plus collaboratif avec le professionnel, plus motivé pour aider son animal à évoluer, moins stressé. Ça joue vachement, on le sait. Et d'autre part, il est difficilement concevable de s'entendre dire par un professionnel du monde animalier, je l'ai déjà dit, qu'on doit aller voir un psy en cas de réaction inappropriée. Quand on a une peur panique ou une sidération, un excès de colère, la personne, elle peut se braquer et potentiellement rompre le lien de confiance et d'affinité avec le professionnel du monde animalier. Ça c'est vu, je l'ai entendu moult fois. Donc l'action d'aiguillage par un tiers, dans une notion de travail pluridisciplinaire, ça sert à sensibiliser avec bienveillance le pet parent sur ses comportements et ses limites, sur les bienfaits d'une peut-être psychothérapie ou d'une prise en charge médicale en cas de souffrance psychologique induite par des troubles mentaux. Tout ça pour lui permettre de cheminer en ce sens s'il en a besoin. Et ça, c'est un vrai travail et ça doit se faire par un professionnel qui est aguerri sur ce sujet-là. Alors, comme vous l'aurez compris, pour ma part, je propose d'accompagner les humains de compagnie de nos chers animaux en amont ou en parallèle du travail effectué par le professionnel du milieu animalier. Pendant que le professionnel s'occupe du comportement animal et du binôme par rapport à ça, et des apprentissages éducatifs et ou rééducatifs, moi, mon travail, il consiste à écouter avec empathie, bien sûr, la personne en posture basse, à échanger pour comprendre ses besoins, ses souffrances en lien avec la problématique énoncée concernant l'animal et les difficultés relationnelles, de pratiquer des techniques psychocorporelles avec la personne pour lui permettre de réguler son système corps-esprit, système nerveux, émotionnel, corporel, psychique. On pose un objectif ciblé par rapport à l'animal, on utilise des protocoles et on évolue selon le rythme de progression de la personne. J'explique et je sensibilise sur l'impact de nos propres réactions sur l'environnement, animal et humain, et sur nous-mêmes en utilisant la pédapsychologie afin de mieux comprendre ses propres mécanismes inconscients selon chaque cas spécifique. Et je fournis également des supports pratiques pour établir une routine permettant de continuer à favoriser l'équilibre interne et relationnel avec l'animal. Et le but de ça, c'est d'autonomiser la personne dans sa vie de tous les jours afin qu'elle continue à appliquer les techniques lui permettant d'accéder à un mieux-être. Donc, son mieux-être individuel qui va jouer sur le mieux-être commun. Voilà, écoutez, on arrive à la fin de ce webinaire. D'abord, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce webinaire vous a plu, qu'il vous a apporté des éléments de réponse pour vous aider dans la compréhension de notre relation avec nos animaux. Je suis bien évidemment ouverte à l'échange et curieuse de vos retours concernant ce webinaire. D'autre part, si vous souhaitez connaître les fameuses pratiques psychocorporelles que je propose, j'ai créé une petite vidéo explicative sur ma chaîne YouTube. Je vous détaille les méthodes et les cas pour lesquels elles s'appliquent.
Si vous voulez le lien vers la vidéo, envoyez-moi un mail à mon adresse contact@valériecantaloupe.com. J'organise également régulièrement des réunions Créons du lien, ça je vous en ai parlé. J'ouvre cet espace de parole, d'échange entre pros du milieu animalier et même autres, pour nous présenter, échanger des informations, des cas pratiques et nous entraider dans une ambiance soutenante et bienveillante. On en a tous besoin. Donc si vous voulez vous inscrire, vous me contactez par mail et puis on crée des groupes de parole, d'échange, voilà, selon nos disponibilités, ça je l'organise. Il est possible de prendre un temps d'échange individuel si vous préférez, si vous n'avez pas envie de faire un échange de groupe. Si vous avez des questions suite au webinaire ou à la lecture de ma vidéo de présentation sur mes techniques. Et puis vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube, ou consulter mon blog. Et enfin, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter pour suivre les événements que je propose tout au long de l'année en vous rendant sur mon site valériecantaloupe.com, parce que je propose bien sûr d'accompagner des groupes, de faire des conférences, etc., etc. Voilà, et bien je vous remercie encore une fois et puis j'ai été ravie de vous proposer ce webinaire avec beaucoup de passion et de cœur.